Je vais vous parler des enjeux contemporains et vraiment très contemporains. Je reviens là, et à l'invitation de Marc Fontaine et du professeur Tarascon, que je remercie à nouveau, sur une thématique au Collège de France que nous avions développée il y a de cela presque un an. C'était en novembre 2022. Et la problématique à l'époque, c'était évidemment la logique de la réflexion prospective sur des transports durables pour demain. Et très clairement, le titre que j'ai choisi est assez neutre, mais il se veut pascalien. Et je profite de la présence à l'université de Clermont pour insister sur ce personnage qui nous divulgue là une leçon que je souhaiterais voir retenue comme Pascal mérite de l'être. Et j'ai, avec beaucoup d'intérêt ce matin, vu rapidement l'exposition sur les carrosses à 5 sols qui représentait tout ce qui est désirable. C'est-à-dire, nous le savons depuis, les transports publics robustes, les transports publics capacitaires, ils commençaient à l'être avec ces carrosses, et puis des systèmes relativement flexibles qui s'inséraient dans une ville qui déjà était, disait-on à l'époque, embarrassée. Et puis j'ai vu également, c'était parmi les visites, eh bien, des horizons d'attente qui se font attendre. Le véhicule autonome, on en a parlé ce midi avec mes compagnons de table. Il y a évidemment des enjeux qui sont pour aujourd'hui, pour demain, pour la décarbonation, pour la planète, pour naturellement les fins du monde qui doivent préoccuper autant que les fins de mois. Et je pense que l'un des symboles qui pourrait servir, tout en utilisant une autre référence clermontoise, celle au guide Michelin, c'est celle à ce patrimoine commun, finalement, que nos routes, que ce que j'appelle la civilisation routière a contribué à établir patiemment, avec cohérence, et que l'on ne regarderait pas de la même façon s'il n'avait pas été efficace, et donc à sa manière inclusive, pendant, globalement, près d'un siècle et demi. Et avant de déréguler ce système qui, tout autant que d'autres principes républicains que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien, on ferait bien de réfléchir à la manière d'assurer la pérennité de ce qui peut fonctionner, de ce qui peut créer un bien commun. Et Michelin a contribué à sa manière, on y reviendra probablement, eh bien, à créer ce bien commun dans le champ de la mobilité. Je reviens d'un colloque auquel Marc Foncave a participé à Cerisy-la-Salle, où il s'était agi pendant toute une semaine, au début du mois de septembre, de réfléchir à la compréhension de la route dans ces trois champs que nous avions définis, les imaginaires, d'une part, et littéraires de formation, et donc très décalés par rapport aux sciences dures, si tant est que la littérature ou l'histoire sont des sciences molles, ce que je conteste, eh bien naturellement, je replacerai là la question des imaginaires au centre, et encore une fois, en réfléchissant bien à ce que l'on s'apprête éventuellement à perdre. Nous avions réfléchi au sens, et les sens, ils sont nombreux, et ils ont leur cohérence, et nous avions réfléchi avec des acteurs opérationnels du monde de la route contemporain, eh bien, à la manière d'assurer une résilience, une transition, une évolution de ce monde routier, donc aux innovations. Cerisy-la-Salle est un lieu de littérature, bien évidemment, et nous avions déroulé le ruban littéraire que Jack Kerouac, à sa manière, avait déroulé aussi. Mais cette dimension littéraire m'intéresse certes, pour des goûts personnels, certes, mais je ne manque pas, quand même, de m'intéresser à ce qui fait l'épaisseur capacitaire, robuste, je le dis, de ces mondes des mobilités qu'avec beaucoup de collègues nous explorons depuis, en l'occurrence, 2005, un séminaire d'histoire de la mobilité qui était pionnier dans le monde académique français et qui a permis de déplacer le sujet, d'incorporer le mobility term, comme l'on dit, c'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse à la mobilité, mais on ne s'intéresse pas au transport, on s'intéresse secondairement au transport. Et je vais peut-être choquer, mais une automobile, pour moi, qui en suis plus spécialiste par ailleurs, n'est pas un objet technique. C'est un objet culturel, patrimonial, social, historique, éventuellement économique, et enfin, oui, technique, bien sûr. Mais la technique, cette innovation technique, elle ne devient qu'une acceptation d'une invention qu'à partir du moment où elle est socialement acceptée. Et c'est ce qui me retient, et c'est ce qui nous retenait lorsque, évidemment, on s'est posé la question de ce passage d'une histoire des transports relativement technique, dite neutre, elle ne l'est pas, et évidemment on a compris, et
je dirais que la société française, en même temps, l'a compris en incorporant des départements mobilité dans toutes les municipalités, toutes les organisations organisatrices, justement, de mobilité et plus de transport. Ce point-là est important. Et la loi récente, comme vous le savez, de 2019, accouchée en 2021 dans la douleur, la loi est une loi d'orientation des mobilités et plus des transports. Et donc, c'est ce décloisonnement-là qui nous intéresse parce que, évidemment, les conséquences sociales sont naturellement au centre, et là, vous le voyez, c'est fluorescent. C'est la question qui me préoccupe beaucoup de ce pacte social républicain français qui est en train d'être fragilisé indiscutablement. Et lorsque l'on s'était intéressé dans un ouvrage collectif aux métropoles mobiles, on envoyait les phylocharges et on envoyait potentiellement la dimension de bombe sociale que j'explore, moi, au travers de publications nombreuses autour de l'automobilisme, autour de ce que cet écosystème constitue comme ensemble cohérent jusqu'aux côtés les plus éventuellement discutables, c'est-à-dire la sécurité routière. Et c'est mon dernier ouvrage sur les 50 ans d'une anthologie de politique publique réussie de sécurité routière en France grâce à cette délégation interministérielle à la sécurité routière. Ce qui m'a valu une invitation à réagir aux propos du président Emmanuel Macron récent, où évidemment il aurait pu se passer d'une certaine dérive populiste en parlant de bagnole, mais il y a un véritable intérêt pour un président à s'intéresser à l'automobile aujourd'hui, à s'intéresser à une industrie qui a une réalité encore sur notre territoire, et il me semble que les problématiques de réindustrialisation doivent la placer au premier plan. Et évidemment, mes regards croisent ceux de Flavien Neville dans la salle, je pense qu'il ne dira pas autre chose pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Par ailleurs, je suis sensible à cette dimension très concrète que l'on a pu revoir tout à l'heure dans le mini-circuit de véhicules autonomes qui était organisé à proximité de l'université, c'est-à-dire que j'ai bien entendu le discours en montant dans la navette que c'est par les amers de la route, c'est-à-dire les objets le long de la route, par les infrastructures, que le véhicule autonome, quelles que soient les performances de son lidar, réussira à fonctionner sur nos chaussées. Et donc, mon dernier ouvrage, avant celui sur la sécurité routière, portait sur les équipements. Les équipements d'une route qui, en France, a une tradition d'excellence. Et là, encore une fois, remonter aux ponts et chaussées, à la fondation de cette école monarchique, centralisée d'excellence, évidemment, eh bien, a une correspondance avec la réalité de l'excellence, longtemps une réalité de l'automobilisme français, et des firmes automobiles françaises qui aujourd'hui, comme vous le savez, sont quelque peu malmenées. Et donc je maintiens cette idée qu'il y a certes un prix à l'automobilisme, certes un prix à la civilisation routière, le prix que le CO2 va coûter, et il est légitime naturellement que la route paye son prix, mais elle a une valeur. Et elle a une valeur qui peut-être n'est pas quantifiée, et dans la mobilité de demain, qui est le questionnement de ce séminaire, je pense qu'il faut s'intéresser qualitativement, de façon pascalienne, eh bien, à cette valeur qui n'est pas que mathématique. Cette valeur, on l'avait explorée récemment aussi l'an dernier, dans une exposition au Conservatoire national des arts et métiers, avec le permis de conduire, avec un point d'interrogation, j'avais insisté pour le mettre, parce que se trouvent menacées eh bien, des dimensions qui me semblent essentielles à notre civilisation contemporaine. Menacées, pourquoi ? Bien par des questions de soutenabilité sanitaire et environnementale bien compréhensibles, y compris sous intimidation, si j'ose dire. C'est-à-dire que sur la route, vous êtes souvent, eh bien, quel que soit votre véhicule et quel que soit le mode de covoiturage que l'on peut effectuer, et quel que soit le mode d'utilisation collective de la route, qui est une infrastructure et pas dédiée à un mode, route n'égale pas automobile, et c'est ce que l'on est en train de considérer aujourd'hui, naturellement, eh bien, on doit réfléchir à une rationalisation nouvelle, à ce qu'il n'est plus possible de tenir pour un adjuvant, pour quelque chose qui serait simplement accessoire. La civilisation routière et la mobilité assurent 90%, ça a dû être dit ce matin, je suis arrivé tard, mais je compte sur Jean-Claude Défi pour l'avoir rappelé, 90% des mobilités de biens et de personnes. Partant de là, on peut réfléchir aux 90% de colloques consacrés aux autres mobilités, qui sont certes passionnantes, émergentes, tout ce que l'on veut, mais qui demeurent minoritaires dans l'offre de transport. Et donc, la décarbonation passera nécessairement par une réflexion de fond sur la route, dans le cadre démocratique de nos sociétés aujourd'hui. Ou alors on change de paradigme. Et c'est là une question que toutes les contestations qui peuvent avoir leur légitimité, eh bien, posent, depuis l'écotaxe que je rappelle ici, mais il y en avait bien d'autres, jusqu'aux paralysies de l'État,
d'un État régalien qui a perdu tout de sa royauté sur Notre-Dame-des-Landes. Et puis, il y aura bien d'autres chantiers problématiques à venir si le nucléaire est effectivement relancé. Ou les mines sont effectivement renoncées. Donc, je crois que ça a pu être dit ce matin, mais ouvrir une mine, c'est ouvrir une ZAD. Donc, il va falloir réfléchir à la manière de l'acceptabilité de cette réindustrialisation, évidemment, et donc le décloisonnement des problèmes publics, pour être plus académique, se pose ici. Alors, je vais très vite, naturellement, mais cette civilisation qui avait une cohérence héritait d'une autre civilisation qui en avait une. La civilisation équestre, étudiée par feu le professeur Daniel Roche au Collège de France, qui avait cette formule que je reprends et que j'applique à l'âge de la civilisation routière. C'est toute une civilisation qui prend la route. Et isoler un élément, c'est évidemment fragiliser l'ensemble et introduire des germes de contestation qui, peut-être, localement, ont un sens, mais globalement, à l'échelle d'une société qui a été pensée par les Saint-Simoniens, pensée par le libéralisme hérité de la Révolution française à la manière d'un Alexis de Tocqueville ou de Michel Chevalier, eh bien cette civilisation était profondément inclusive, fondée sur la croissance et fondée sur une croissance qui était largement redistribuée. Et Michel Chevalier avait également cette formulation qu'il ramenait de ses expériences américaines, dans ses lettres d'Amérique du Nord, où il disait qu'un ingénieur des ponts et chaussées était aussi craint qu'un éditeur de Voltaire. Et évidemment, la mobilité, c'est aussi le déplacement non seulement des biens, mais des idées. Et toutes les dictatures ont commencé par limiter la mobilité. Et ce n'est pas quelque chose qui relève d'un passé, c'est quelque chose qui relève de l'histoire contemporaine. Alors des ruptures, il y en a eu dans l'histoire. Il y en a eu. Mais des ruptures dans le sens de l'accélération et pas du ralentissement qu'il s'agit aujourd'hui de réfléchir et de penser, encore une fois, avec raison. Donc ces ruptures, l'une des plus fameuses est évidemment la macadamisation des chaussées. On aurait pu éventuellement l'attribuer à une paternité française, Trezaguet et d'autres. Néanmoins, on a augmenté, en changeant tout simplement la manière de revêtir les chaussées, de 30%. Les vitesses, les échanges et quelque part la prospérité de nos sociétés. Et donc de ce point de vue-là, il y a tout un pacte de croissance inclusive, un contrat qui a été passé entre une société qui s'industrialisait et une réflexion qui a cherché à donner des cadres. Et c'était pas une catastrophe, l'industrialisation. C'était quelque chose d'encadré également avec, des règles. Et c'est la réflexion sur cette dérégulation, sur une matérialité que l'on perd de vue parfois. Donc il ne s'agit pas simplement de subvertir la route, de la déconstruire, comme on la déconstruirait intellectuellement. Il faut réfléchir à la manière de la construire de façon plus vertueuse. C'est l'un des enjeux qui, je pense, attendent nos sociétés. Alors, juste une réflexion de fond, parce que dans la périodisation, le XXe siècle est évidemment ce siècle de l'automobilisme, pas que de l'automobile individuelle, de grâce, oubliez la voiture de tourisme, qui n'est qu'un élément, une brique d'un ensemble qui concerne essentiellement des véhicules utilitaires, des véhicules collectifs, qui va même jusqu'aux véhicules agricoles, même jusqu'aux véhicules militaires, jusqu'aux véhicules à deux roues. Un véhicule motorisé à deux roues, une moto, participe du monde de l'automobilisme. Et donc, de ce point de vue-là, la grande phase de naturalisation de cette civilisation intervient, et elle intervient en français. C'est-à-dire que les premiers congrès mondiaux de la route ont lieu à Paris. Les premières règles, les premiers panneaux que voici, et que une société comme Michelin, j'y reviens, ont contribué à généraliser, eh bien, ils sont inventés de façon universelle dans des congrès, des réunions qui mobilisent des gens préoccupés d'une croissance et d'un aménagement urbain. Alors évidemment, ceci se fait avec des dominations. Une professeure de l'université Clermont-Auvergne, Catherine Berthaud-Lavenir, a écrit sur ces dominations avec la roue et le stylo. Et cela se fait également avec des pollutions. Je me souviens d'être venu en 1999 à l'université Clermont-Auvergne, qui ne s'appelait pas encore comme cela, mais pour les premières rencontres sur l'histoire de l'environnement, avant que le festival de Blois, qui se tient en ce moment, n'en reprenne le thème l'année d'après. Je parle de 1999, donc on a quand même là une trentaine d'années d'expérience, et l'historien s'intéresse aux ruptures, mais s'intéresse aussi aux continuités, et ces continuités me semblent très importantes pour comprendre comment cet écosystème est devenu familier, à la manière de ce que le poète Charles Baudelaire dit, c'est-à-dire que ce sont des forts symboles qui nous entourent, et qui sont utiles à des circulations équitables. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'en décidant de marquer les chaussées, de marquer le sol,
eh bien, c'est une belle histoire aussi qui s'écrit. C'est-à-dire que l'on va respecter les usagers, qu'ils soient sur la file de gauche ou sur la file de droite, quelle que soit la taille de leur véhicule. Je vous la fais très courte, mais dans mon ouvrage sur les équipements de la route, ça a été une découverte passionnante de voir que c'est une afro-américaine, une femme, qui a pris un pinceau en Californie pour délimiter le marquage axial de la chaussée à la suite d'un accident qu'il avait eu. Vous êtes là devant, eh bien, un germe d'équité construite matériellement sur les chaussées. Alors ceci change de problématique et heureusement, il y a une actualisation, il y a des phases, et parmi ces phases aujourd'hui, naturellement, le mur écologique nous impose de ralentir, première chose, de penser la sobriété des mobilités, de partager mieux encore les chaussées, que ce soit en ville ou hors des villes. Cette problématique, vous la connaissez évidemment. Mais on a des atouts. On a des atouts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder une tendance régressive de la connaissance que l'on voit parfois. C'est-à-dire que l'on sait réguler les chaussées. On sait les cartographier. On croule sous les données. Il faut les sanctifier, ces données. Il faut en faire des choses qui relèvent de l'autorité publique, d'une régulation qui ne les abandonne pas à des opérateurs privés qui s'enrichissent dans la Silicon Valley ou bientôt dans le monde asiatique. Déjà. Donc, il s'agit de réfléchir à un nouveau partage de cette économie de la mobilité qui implique les smart cities, et donc la petite piste que j'ai vue tout à l'heure décrit un milieu urbain, même si j'ai bien entendu dans la démonstration que c'était poser des rails sur une chaussée, donc c'est quand même très cher pour réinventer le tramway, enfin on en reparlera. Toujours est-il que là où ce type de mobilité sera vraiment utile, c'est le monde rural. C'est le monde rural. C'est pas le monde urbain ou métropolitain déjà saturé d'effets d'aubaine, de modes de transport. Et donc, pour conclure, parce que je dois aller très vite et j'espère avoir tenu le temps et peut-être que l'on peut prendre 2-3 questions, il y a une dimension qualitative. Et cette dimension qualitative, j'y tiens très fortement et je pense que les sciences sociales sont très coupables d'avoir abandonné leur dimension de sciences humaines. Et cette dimension de sciences humaines, j'y tiens très fortement, non pas seulement parce que c'est un reliquat de formation littéraire ou historienne, mais c'est qu'il y a là une convivialité à la civilisation routière. Il y a là quelque chose dans des peintures de Géoham qui n'est pas atteint par des traçages de données, de lidar, de chaleur urbaine, etc. Donc là, il y a une dimension d'humanisme à cette culture routière que je souhaite tout simplement remettre au niveau où elle mérite de l'être, une dimension d'empathie routière. Et là, je projette une image que vous me permettrez de commenter 2 minutes. C'est l'image d'une fête de la route qui n'a jamais eu lieu. Cette fête de la route aurait dû avoir lieu pendant l'exposition internationale de 1937 au Grand Palais à Paris. Et puis pour diverses raisons, l'exposition internationale a été déclassée en quelque sorte en termes d'ambition. Cela a été le lieu de rivalité des grandes dictatures de l'époque nazie et communiste. Toujours est-il que dans cette perspective, ce qui pouvait être justement qualitatif et relativement convivial avait disparu. Or, cette image est très front populaire. Cette image présente des colonies de vacances, cette image présente des équipements de la route, vous y serez sensible, il y a des panneaux, il y a de la signalisation verticale, il y a des passages cloutés, il y a des bords de route, ce que les Américains appellent les roadsides, il y a évidemment une visite bucolique également, mais les autocars et la collectivisation des usages routiers, elle est déjà présente. Donc avant de vouloir déréguler, avant de vouloir forcément réinventer avec beaucoup de guillemets, un peu d'humilité, un peu de modestie, et capitalisons sur l'intelligence routière qui n'est pas une nouveauté. Et certes, on croule sous les data et ce que les anglo-saxons appellent l'intelligence, néanmoins, il y a aussi beaucoup de finesse et de pascalisme que je souhaite réintroduire dans le débat. Je vous remercie. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de développement technologique dans le domaine de la mobilité. Et la question, c'est véhicules électriques et connectés de demain. Et on dit toujours demain. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau scientifique, il y a certainement une identification des technologies, et l'état de maturation n'est pas encore suffisant pour pouvoir les intégrer. Et ensuite, il faut que le véhicule électrique, on l'a entendu parler, soit adapté et désiré. Et ça, je veux dire, c'est très important dans notre société, qu'on voit davantage. On a baissé les coûts, ça a été rappelé ce matin, pardon, et ainsi de suite. Et enfin, il faut surtout
pour nous, dans les verrous technologiques, eh bien, développer les technologies de demain dans le cadre d'un écosystème. Je crois que c'est la raison pour laquelle on a cette table ronde est très diversifiée, car le problème du véhicule électrique est bien plus large et a beaucoup de facettes, beaucoup plus complexes que seulement les batteries, comme je vous ai parlé ce matin. C'est beaucoup plus large. Et parmi les thématiques les plus importantes, il y en a tous les procédés en chaîne, finalement, qui vont aller du concept à l'invention et l'innovation. Et si on regarde finalement ce qui se passe dans le véhicule électrique, il va y avoir, d'abord, on a parlé des problèmes ce matin de 345 kg de batterie. Quelle va être la pneumatique pour cela? Ensuite, l'aérodynamique des voitures pour faire en sorte qu'on ne perde pas trop en vitesse. On a vu dans ces ateliers qui étaient magnifiques d'ailleurs, tout ce qui est finalement des véhicules connectés, l'intelligence artificielle et tous les algorithmes qui se mettent en route. C'était de belles démonstrations qui ont, une fois de plus, souligné la complexité de la tâche qui nous attend. Et ensuite, bien sûr, on a la chimie, avec nous les problématiques de matériaux, d'abondance de matériaux. On a les problèmes d'énergie. Par contre, cas, on a rappelé très bien ce matin que le véhicule électrique, si notre énergie primaire provient d'une centrale thermique, ça n'a aucun sens, et ainsi de suite. Et enfin, l'abondance des matériaux et le recyclage. Car, vu les contextes qu'on a aujourd'hui, la transition numérique et la transition écologique, eh bien, les matériaux, la demande de matériaux va, je dirais, exploser. Et là aussi, il y a finalement des chiffres qui montrent qu'il faudrait finalement produire dans les 50 années qui arrivent plus de matériaux que nous avons utilisés déjà depuis le début de l'humanité. Voilà, si vous voulez, les contextes, les challenges qui se posent à nous. Et je pense qu'il y a des experts ici autour de cette table ronde qui vont pouvoir répondre à chacun de ces aspects. Je vous remercie. Sur la problématique d'automatique, véhicule automatique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On ne parle pas des carrosses parce qu'il y avait un cocher, mais les carrioles qui ramenaient le conducteur quelque peu éméché, non seulement il était automatique, mais il était autonome, il était intelligent. Donc on a un cheval qui savait ramener automatiquement donc, notre conducteur potentiellement éméché. Bon. Aujourd'hui, le véhicule automatique, il en existe déjà beaucoup. Hein, donc, il y a des métros automatiques, vous les connaissez, hein, il y a des AGV dans les usines. Les AGV, c'est des véhicules automatiques qui transportent des biens, des fournitures, etc., qui sont complètement automatiques. Il y a des tondeuses, il y a des tracteurs dans les champs, tout ça c'est déjà automatique. Donc ça c'est déjà une réalité, ça arrive. Alors, quand on parle d'automatique et autonome, ça veut dire que, voire intelligent, on rajoute une capacité finalement à faire face à des éléments un peu imprévus. Donc là, typiquement, on résout ça par de la localisation. Donc, ça a été évoqué. Aujourd'hui, une manière de faire, c'est se dire, bon, je vais définir tout un ensemble de trajectoires. Ces trajectoires, je vais faire en sorte que mon véhicule le suive de manière la plus efficace possible. C'est la manière la plus évidente de traiter le problème. Les véhicules intelligents aujourd'hui, de Waymo et autres, les fournis, reposent sur ce principe-là. Donc les véhicules intelligents, si on peut regarder un petit peu finalement qu'est-ce qu'il en est, théoriquement, chaque constructeur a annoncé des véhicules intelligents qui inonderaient nos routes. En 2005 à peu près, ils annonçaient pour 2020 que voilà, donc on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Donc ça veut dire que le problème n'est pas si simple non plus à traiter, ni par les chercheurs, ni par les industriels. Il y a des verrous technologiques, mais qui ont une incidence économique. Si vous voulez localiser précisément un véhicule, probablement il faut des capteurs GNSS, GPS ou GLONASS ou Galileo, qui sont très chers. Une antenne, ça coûte 2 000 €. Une antenne qu'on pose sous le toit de ce matin, par exemple, de la voiture, c'est 2 000 €, donc c'est cher. Les capteurs qui sont aussi très chers. Pour l'instant, voilà, donc on bute sur cet angle-là. Il y a potentiellement des modèles économiques où on a besoin d'abonnement, on a besoin de cartes, on a besoin de communication précise. Il faut comprendre que Waymo, la filiale de Google n'a pas vocation à faire des véhicules autonomes. Pourquoi est-ce qu'ils s'engagent dans cette voie-là? C'est simplement parce que eux, ils veulent accéder aux données que vous avez finalement communiquées lorsque vous naviguerez dans un environnement dont ils ont été cartographiés.
Donc ça c'est un premier verrou. Deuxième verrou, c'est justement l'accès aux données, les véhicules connectés. Les véhicules seront connectés, parce que voilà, on va dire que c'est un peu à la mode, ils sont connectés, donc on a des risques d'accès aux données, on a des risques de contrôle intempestif du véhicule, donc ça c'est des risques que les gens comprennent, hein, parce qu'on peut aujourd'hui hacker, comme on dit, un véhicule, simplement par l'accès par radio de la clé, hein. Donc on peut imaginer que c'est ce qui se fait déjà, hacker les véhicules pour finalement les faire aller là où il n'est pas souhaitable. Il y a le problème aussi de l'accès de vos propres données, mémoriser finalement où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que le véhicule vous a embarqué, mais qu'est-ce que les capteurs ont vu. Donc là, c'est une problématique vraiment de données. Et il y a des problématiques plutôt technologiques. Alors, là, c'est les domaines de fonctionnement. Est-ce qu'un véhicule plus avancé est capable de naviguer dans tous les espaces? Non. Aujourd'hui, on a 5 niveaux. Le dernier niveau, c'est niveau 5. Le véhicule est capable de se débrouiller tout seul, sans personne au commande, et dans tout type d'environnement, toute condition météorologique, on n'est pas à ce niveau-là. On a les véhicules des niveaux 4, mais qui restent dans des environnements bien déterminés. Ça, c'est un verrou aujourd'hui. Bien sûr, la capacité du véhicule à comprendre des situations complexes. Imaginez le gamin qui traverse brutalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on compte quand même sur le véhicule autonome pour qu'il réduise aussi on va dire, la mortalité. Donc, il va être meilleur que les usagers traditionnels. Donc là, il faut se débrouiller de manière meilleure qu'un véhicule traditionnellement conduit. Il faut aussi être capable de choisir. Vous avez un gamin justement qui traverse, vous avez une personne âgée qui est là, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que le véhicule va choisir? Sa responsabilité sur qui? Donc, un problème légaux. Oui. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses comme ça. Il y en a beaucoup. Hein. Je terminerai simplement sur un volet aussi. On parlait d'intelligence artificielle. Il y a un problème d'explicabilité de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quelque part, c'est une boîte qu'on a entraînée pour avoir des comportements. Et cette boîte, finalement, on l'a entraînée sur des myriades de données. Mais malgré tout, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas une configuration qui va engendrer une réponse qui n'est pas du tout adaptée. Et on ne peut pas certifier ce genre de comportement-là. Donc c'est un gros frein aujourd'hui chez les industriels et la certification. Alors, on vient effectivement côté psycho sur ces questions-là. Alors, le laboratoire de psychologie sociale et cognitive aborde les aspects à la fois cognitifs, qui sont aussi la perception, qui sont l'attention, et qui peuvent nourrir aussi les fameuses questions que vient de poser Roland sur comment est-ce qu'on va interpréter des situations, le fait que l'enfant traverse, le fait qu'un ballon traverse, comment est-ce que le système peut avoir construit un certain nombre de données, et comment est-ce que finalement la psycho peut aider en bio-inspirant les modèles de perception ou les modèles d'attention de ces véhicules. Mais ici, la question, c'est plutôt est-ce que les individus vont accepter de monter dans des véhicules autonomes sans chauffeur, et comment est-ce qu'on aborde ces questions? Et c'est des questions qui sont généralement, qui s'appuient sur des modèles que l'on appelle des modèles d'acceptabilité, pour lesquels on va distinguer différentes étapes. L'acceptabilité, c'est l'idée qu'on s'en fait de est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on ne va pas y aller avant même d'avoir tenté de réussir de monter dans le véhicule ici, puisqu'il s'agit de véhicules autonomes. On développe ensuite quelque chose qui est l'acceptation. On a eu une première expérience, et grâce à cette première expérience, on va être capable de dire si on a réussi à s'affranchir de cette première expérience. Puis on a un troisième niveau, qui est l'expérience utilisateur, et qui va pouvoir transformer un petit peu la pratique, et qui va permettre peut-être d'avoir des mesures des modifications qui seraient souhaitées ou des choses qui pourraient être envisagées. Donc, c'est vrai que tout le champ de l'acceptabilité tel qu'elle a été développée en psychologie historiquement, c'était non seulement pour instruire la question de qu'est-ce qui fait que les individus y vont et ont l'intention d'utiliser le véhicule autonome, par exemple, et aussi comment est-ce que finalement on peut imaginer des interactions au niveau technologique avec les ingénieurs pour que les choses puissent évoluer
qu'elle soit rendue plus acceptable. Dans l'acceptabilité, on a différentes mesures qui peuvent être utilisées, comme par exemple, est-ce que les individus considèrent ça comme utile? Si c'est quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est qu'un gadget, qui n'a aucun intérêt, qui ne permet pas de se déplacer, qui ne permet pas de faire un plus. Je reviens sur l'exemple que tu citais sur le côté manège. On a eu la chance de pouvoir faire une expérimentation au CHU Estin. Cette expérimentation était particulièrement intéressante parce qu'il s'agissait, pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, mais pour les autres, je vais vous l'expliquer, de passer d'un parking qui est assez lointain jusqu'au parvis. Et le parking lointain parvis, c'est 800 mètres. On avoue que toute l'équipe de psycho, quand on a dit on va aller faire des tests là, on s'est dit mais pourquoi faire 800 mètres? Ça n'a pas de sens d'utiliser. Et en fait, on avait négligé terriblement l'idée que si, c'était intéressant parce qu'on était à l'hôpital. On était à l'hôpital avec des gens qui avaient des problèmes de mobilité, alors le véhicule n'était pas adapté pour monter les fauteuils, mais qui avaient des problèmes de mobilité, qui n'étaient pas toujours valides, qui étaient malades puisqu'ils vont à l'hôpital. Et donc, globalement, l'utilité devenait particulièrement prégnante et était un des points forts. Mais il y a d'autres aspects qui sont importants aussi dans ces modèles d'acceptabilité pour développer l'attention, c'est les normes. Le fait que je partage une norme sociale, là on peut retrouver derrière cette norme sociale le fait d'appartenir à des groupes sociaux pour qui ça peut être important de participer à la protection de l'environnement. On a eu par exemple une autre expérience qui a été réalisée sur le plateau de Gergovie. Sur le plateau de Gergovie, l'idée était de supprimer l'arrivée des véhicules pour pouvoir préserver un site historique pour lequel on a seulement 3% de fouilles qui ont déjà été réalisées, archéologiques qui ont déjà été réalisées. Et donc, continuer à laisser monter des véhicules là-haut, c'était continuer à abîmer la potentialité de ce site archéologique. Et donc, on a pu essayer là aussi de mesurer si le partage de normes, de se dire il faut préserver ce site et il faut faire bénéficier de ce véhicule qui va organiser finalement l'accès comme étant une solution. Mais pas toujours accepté pour les gens qui ont des habitudes. Alors, on a fait des études qui montrent qu'effectivement, c'est très accepté, en particulier par les touristes. Mais pour les gens qui ont des habitudes de venir sur ces sites-là pour faire leur pique-nique, généralement, il y a des vrais freins. Et ces freins-là sont vraiment à essayer de repérer qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir ménager le frein, la difficulté que la personne a par rapport à ses valeurs de quand même réussir à protéger le site. On arrive sur la notion d'acceptabilité ou d'acceptation qui est plus sociale et qui est plutôt dans le champ de la sociologie, mais qui, elle, on l'a déjà entendu un peu ce matin, va se nourrir finalement des controverses et montrer, et on s'en rend compte ces dernières années, que finalement la gestion de ces aspects éthiques et de l'analyse de ces aspects éthiques fait que ça inverse un petit peu la façon de gérer les solutions aux problématiques. On n'est plus dans le gouvernement où les autorités décident et on doit mettre en place cette solution. On est maintenant dans des modèles où on crée, où on s'intéresse aux controverses et où on regarde comment les individus peuvent devenir des individus, mais des experts, des scientifiques aussi, peuvent devenir des personnes qui vont être consultées, qui vont changer, des groupes activistes. On a des groupes activistes forts sur ces questions-là, peuvent devenir des acteurs qui vont modifier complètement la façon de répondre. Et là, on est vraiment plus dans cette acceptation sociale. Voilà, donc moi, mon domaine, c'est plutôt la chimie expérimentale et voir un petit peu au jour le jour comment on peut faire évoluer ces technologies de batterie, en particulier répondre à la société qui est demandeuse de plus en plus, par exemple, d'autonomie au niveau du véhicule électrique. Et effectivement, une des solutions, c'est pas la seule, mais ça va être de travailler sur les constituants d'une batterie
et ce qu'on peut y mettre dedans et changer la chimie qui peut être menée à l'intérieur de cette batterie. Alors cette chimie, en fait, elle a été imposée depuis un certain nombre de temps et il y a eu peu d'évolution technologique parce qu'il n'y avait pas une volonté très forte il y a quelques années, même si les chercheurs avaient leur motivation pour ces batteries à ion lithium, eh bien, on était un peu stoppé dans la dynamique de recherche. Là, depuis qu'on voit avancer les véhicules électriques, on a vraiment une recrudescence de recherche au niveau de la chimie et on a à foison un certain nombre de possibilités pour aller vers la demande sociétale qui est l'augmentation de l'autonomie, de la durabilité. Ça, c'est ce qui a été expliqué ce matin. Et donc nous, le chercheur au quotidien, il a cette quête d'aller explorer tout un tas de possibilités de chimie. Alors ça, il va le faire maintenant qu'il est conscient aussi des problématiques actuelles, de façon raisonnée, en ayant conscience que certains composants de la batterie vont être assez rares. Et donc il va pouvoir aller se focaliser sur des chimies d'éléments qui seront plus tard en grande quantité disponibles. Donc ça, c'est des vraies problématiques qu'on a actuellement. On a aussi des problématiques d'éco-concevoir en fait, les matériaux du futur qui vont être à l'intérieur des batteries pour pouvoir limiter les étapes de fabrication, pour limiter les coûts énergétiques qui vont à l'intérieur, qui vont dans la fabrication de ces systèmes. Et aussi, quand on va être sur la conception de ces matériaux, on doit déjà penser au recyclage de ces matériaux. Donc c'est le cycle total de vie de la batterie, de ces composants, qu'on travaille en continu pour pouvoir répondre à la fois aux enjeux de mobilité, d'autonomie, de plus de performance, mais aussi de pouvoir transformer ces matériaux assez facilement pour faire des couches intelligentes de matériaux qui pourront derrière être récupérées une par une, réexploitées pour un nouvel usage. Donc ça, c'est toute la chimie qui est autour de ça, l'éco-conception, la gestion des matières premières et des matières en quantité nécessaire pour une application grand volume, puisque là on est en train de parler de ça. Le recyclage, c'est vraiment les fers de lance de la recherche autour des matériaux primaires. Alors, le sujet de l'impact environnemental, il n'est pas nouveau pour nous, puisque ça fait environ 30 ans qu'on y travaille. Ça fait environ 30 ans qu'on y travaille et sur de nombreux aspects. Alors, le premier poste d'impact environnemental du pneu, ça reste son usage. Quand on regarde un objet depuis sa vie, sa naissance, jusqu'à sa mort, l'usage du pneu doit représenter à peu près 75, 80, 90% en fait, de l'impact environnemental global. Et derrière ça, il y a des axes de travail très sérieux pour nous. Alors le premier poste, c'est ce qu'on appelle la résistance au roulement. Parce qu'un pneu, ça ne roule pas tout seul, et il y a une partie de l'énergie du véhicule qui est mobilisée pour le faire rouler. L'engagement de Michelin pour la résistance au roulement, il date d'une trentaine d'années, et ces 30 dernières années, on a à peu près amélioré de 1 à 2% par an la résistance au roulement de nos pneus. C'est un engagement extrêmement fort, et on est très clairement parmi les grands leaders du domaine, et ça c'est peut-être l'un des premiers impacts environnementaux, d'autant que dans le contexte de l'électrification, Jean-Marie Terrasson le rappelait, effectivement il y a une notion d'autonomie, et moins de résistance au roulement, c'est aussi davantage d'autonomie, donc une meilleure efficience énergétique. Le deuxième point, c'est l'usure. Alors Michelin est un leader incontesté de l'usure et plutôt je devrais dire de la longévité de ces pneumatiques. Évidemment, plus un objet dure longtemps, et plus ça représente une économie de matière, parce qu'effectivement, moins il y a de rotation de matière, et ça c'est absolument gigantesque. Et ce d'autant plus que les véhicules électriques sont des véhicules qui passent beaucoup plus de couple que ne le faisaient nos véhicules thermiques. Et donc cet atout et cet axe de travail très fort pour la marque, il est absolument clé. Il y a une notion de performance dans la durée, ça va avec l'usure, c'est que plus longtemps vous pouvez garder votre pneu à performance ISO 9, et plus longtemps en fait vous faites une économie de matière. Vous évoquiez aussi tout à l'heure la question de la réduction des particules d'usure.
On l'avait évoqué aussi en préparation. Alors évidemment, quand on est leader en longévité, c'est plus facile d'adresser cette question-là parce que ça veut dire aussi qu'il y a moins de matière qui s'échappe. Ça, c'est un sujet qui est particulièrement important pour nous et sur lequel d'ailleurs les prouesses de nos pneus ont été reconnues par la profession il n'y a pas longtemps à travers notamment une étude menée par les constructeurs allemands, donc en l'occurrence la DAC. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et il y a toute la question effectivement de l'éco-compatibilité, du recyclage, de la dégradation qui va avec. Voilà. D'ailleurs, si je ne me trompe pas sur les chiffres, entre 2015 et 2020, on a dû réduire à peu près de 5% les émissions de nos propres pneus dans une situation qui était déjà une situation d'énergie. Donc ça, c'était le volet performance produit. Mais il y en a d'autres. Parce que dans la conception de nos pneus, on a une cible qui est extrêmement ambitieuse, qui est 2050, 100% de matériaux durables. Alors un matériau durable, c'est un matériau qui est renouvelable dans les temps de nos vies, hein, c'est-à-dire à l'échelle de quelques dizaines d'années. Et donc c'est une ambition qui sous-tend des travaux immenses sur les résines biosourcées, sur le recyclage. Je passe sur le caoutchouc naturel qui fait déjà partie du décor. Et donc 100% à 2050 et 40% à 2030. C'est de très gros engagements, c'est des défis scientifiques qui sont passionnants et qui sont collectifs. Évidemment, un pneu, il faut aussi le fabriquer, il faut aussi l'amener. Donc dans la fabrication du pneu, on a réduit d'environ 50% l'impact de nos usines depuis je dirais en 10-15 ans. Ça veut dire avoir des usines qui s'approvisionnent de la façon la plus verte possible en électricité, avec des panneaux solaires, avec des économies d'eau. Donc ça, c'est extrêmement important. Réduction d'émissions, bien évidemment. La logistique qui prend part aussi à la bataille, avec une réduction de 15% des effets logistiques depuis 2018. Ça veut dire tout simplement produire au plus près de nos consommations, hein, c'est pas très mystérieux. Voilà. Et puis on évoquait la fin de vie. Voilà. Alors, la fin de vie des pneus, c'est d'ores et déjà en termes de récupération des pneus, des enveloppes, quelque chose qui est extrêmement actif. Il faut savoir que quasiment 90% des pneumatiques qui arrivent en fin de vie sont retraités. À l'inverse des plastiques, des bouteilles d'eau, où je pense qu'on atteint péniblement les 15%, à peine. Donc c'est déjà un très gros engagement de la profession, indépendamment de ce qu'on fait en propre. Sur ce qu'on fait en propre aujourd'hui, Michelin assure le lead d'une très grosse initiative européenne qu'on appelle Black Cycle, sur l'économie circulaire et vertueuse du recyclage des pneumatiques. Des investissements vont avec ça. Je pense à Enviro notamment sur du retraitement des pneus usagés. L'IAI pourra, on va dire, récupérer tout ce qui est poudrette et assurer un recyclage de ces matériaux-là. Donc vous voyez, en fait, les ambitions, elles sont énormes et la quantité d'action est assez soufflante. Voilà, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle davantage. Alors, l'aventure de la pile à combustible d'hydrogène, c'est pas une aventure qui est tout à fait nouvelle pour Michelin, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'on y travaille. Et c'est pas une lubie, en fait, c'est une cible qu'on raisonne par adjacence de technologie. Parce que dans ces piles à combustible, il y a des membranes sur base de matériaux polymériques, et il se trouve que les polymères, c'est un peu notre spécialité. Et donc, c'est vraiment une adjacence technologique pour nous quand on regarde la pile à combustible, au-delà évidemment de l'immense impact qu'on en attend, puisque l'écosystème électrifié de la mobilité, il sera très divers. On a évoqué les batteries tout à l'heure, mais effectivement, en termes d'accès à certains niveaux de puissance, la batterie, ce ne sra pas la solution miracle pour tout le monde, sans compter le fait que l'hydrogène peut, à un moment donné, être un stockage de l'énergie électrique. Donc, d'où cet investissement depuis une vingtaine d'années. Un co-investissement dans une entreprise qui n'est pas très lointaine, hein, puisqu'à Lyon, Symbio, co-investissement avec Forvia, avec Stellantis depuis même pas un an.
Et donc voilà, une mobilisation aussi forte en termes de recherche et développement de notre côté, au-delà d'investissements de notre part dans la Zero Emission Valley, non loin d'ici, ou dans des initiatives européennes telles que le Rejet d'Europe. Voilà. Alors effectivement, on a parlé de beaucoup d'aspects technologiques juste précédemment. Peut-être dire que dans le monde de l'enseignement supérieur, eh bien, la formation se nourrit justement de l'activité de recherche, de l'activité scientifique, et donc qu'il est normal de réfléchir à la façon dont on va transmettre à ces plus jeunes. Alors, il y a effectivement, peut-être à l'origine de notre projet, certes l'attente des étudiants que l'on recrute aujourd'hui, hein, qui sont exigeants par rapport à ces problématiques de transition écologique, de questions environnementales, et qui attendent bien sûr que les formations qu'on leur propose répondent et s'adaptent. Et puis il y a aussi évidemment le besoin des entreprises, des collectivités, des employeurs de façon générale, qui aujourd'hui expriment une difficulté à recruter certains profils, ou en tout cas des profils adaptés, dès lors qu'il est question de ces enjeux environnementaux, sociétaux, qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, nous avons travaillé de façon très collaborative à apporter une réponse dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir ». On est bien justement dans cette logique à la fois de compétences adaptées, précises, pour des métiers. Alors, on parlait à un moment donné de métiers en tension, on parle aujourd'hui de métiers d'avenir. En fait, ce sont ces métiers ou ces fonctions pour lesquelles les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter les bonnes personnes. Alors, c'est à la fois de recruter des jeunes diplômés, mais c'est aussi permettre une montée en compétences des personnels actuellement en poste, parce qu'il faut quand même dire que le cycle de formation des jeunes prend 3, 5 ans, 8 ans, si on va jusqu'au doctorat. Donc, pour répondre de façon plus court terme, il faut aussi qu'on soit capable d'accompagner les entreprises et les salariés des entreprises. Donc voilà comment est né notre projet, une envie de travailler de façon très systémique, une approche très transdisciplinaire, pluridisciplinaire, et donc d'associer l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur en Auvergne. Donc bien sûr un projet qui est porté par l'université Clermont-Auvergne, que Clermont-Auvergne INP pilote pour le compte de cet ensemble, et qui implique de façon très forte également l'École nationale supérieure d'architecture et le groupe ESC Clermont. Quand je dis l'université, c'est évidemment les 5 autres instituts, donc les 6 instituts, et j'intègre Clermont-Auvergne INP dedans, hein, les 6 instituts de l'université, et chacune des composantes de ces instituts, pour pouvoir imaginer et faire évoluer nos formations, imaginer les formations nouvelles et proposer un programme de formation qui soit véritablement dans cet objectif-là. Donc on a regroupé tout ça sous le terme d'Académie des mobilités durables, qui n'est pas une structure en soi, hein, mais qui est véritablement un projet collaboratif fédérateur. Merci de nous donner ces quelques minutes pour peut-être redire quelques messages. Je crois qu'effectivement, on a beaucoup parlé de technologie, c'était important, de sciences et de technologie. On a beaucoup parlé de chiffres, mais néanmoins, je voudrais ici profiter de cette occasion pour dire à quel point c'est aussi important de remettre la société au cœur de notre problématique et pas simplement cette politique par les chiffres, comme dirait Alain Supiot, qui est d'une façon un peu trop simpliste de traiter les problèmes. Donc, au fond, même dans des sociétés démocratiques, il y a une forme d'autoritarisme par les chiffres, puisque nous sommes assommés d'objectifs chiffrés,
1,5 degré en telle année, 0 carbone en telle autre année, nos bâtiments ABCDEFG, nos voitures critères 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tout est comme ça. Et donc, ça donne l'impression aux citoyens, en tout cas, que la politique, c'est juste cette accumulation de chiffres. Et en tout premier lieu, une bonne politique ne se mesure qu'aux émissions de CO2. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est un élément et il y a tout un tas d'autres questions. Et ce sont les questions que nous pose, au fond, la société. Et ces questions, il faut y répondre à nouveau, pas uniquement par les chiffres, mais avec pédagogie et avec courage, parce que la situation est très complexe. Alors, les enjeux auxquels on est confronté quand on a devant nous cette transition énergétique, auquel il faut s'attaquer, enfin énergétique, écologique, environnementale, c'est tout un tas de questions. Enfin, dans le désordre, c'est la question évidemment du coût de l'économie de cette transition, coût de ces technologies. Et là aussi, il ne suffit pas de dire, comme dans certains rapports récents, il n'y a qu'à mettre X milliards d'euros et la solution est trouvée. Donc il faut remettre la question de la création de valeur. Pas que dépenser de l'argent, il faut en créer. La question d'éviter le risque d'exclure toute une partie de la population de cette transition, parce que évidemment les nouvelles technologies vont coûter cher, en tout cas à court terme, ou à moyen terme, c'est ce qui risque de se passer. C'est les enjeux de capacité à produire les énergies dont nous avons besoin. Et déjà, nous produisons beaucoup d'énergie et on nous demande, il suffit de voir les rapports RTE récents sur la production d'électricité, on nous dit il n'y a qu'à produire 800 et 750 TWh d'électricité, comment, et à quelle vitesse, etc. Il y a les enjeux d'adaptation aussi au réchauffement climatique, parce que c'est mon point de vue, et je suis fondé à le dire parce que j'en lis et ce qu'on mesure aujourd'hui. Le 1,5 degré sera dépassé et qu'il faudra s'adapter à ce réchauffement, osons le dire, et s'adapter, c'est une question éminemment sociale, puisque c'est toute l'organisation de notre environnement. Et puis c'est des questions de souveraineté énergétique, souveraineté industrielle, de réindustrialisation. Ce sont des questions de l'organisation, voilà, d'une manière générale, sociale, économique, de tout le système, les villes, les territoires, et évidemment la mobilité est un élément majeur de cette réflexion. Voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais dire avant de vous entendre. Alors, d'abord, effectivement, on ne résoudra pas les questions de mobilité si on n'intervient pas aussi sur l'urbanisme, sur la façon dont on aménage les territoires. Mais avant de parler des modèles d'urbanisme du futur, il faut parler aussi des modèles d'urbanisme dont on a hérité. C'est-à-dire que tous les espaces urbains qu'on parcourt aujourd'hui, ils ont été faits par un modèle d'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme fonctionnaliste, qui donnait à l'époque, qui voulait chercher à favoriser la voiture et puis la séparation des fonctions. Il y avait des zones où on habitait, des zones où on travaillait, des zones où on consommait. Et c'était les valeurs de l'époque, c'est plus les valeurs d'aujourd'hui, mais une ville, ça se transforme lentement. On ne part pas d'une table rase, donc il y a tout cet espace urbain construit qui est là et qu'on va transformer, mais petit à petit. Donc c'est un mouvement excessivement lent, c'est pour ça que voilà, on n'a pas de baguette magique non plus en urbanisme. Pour autant, il y a de nouvelles propositions qui sont faites. On a à peu près les solutions finalement dans ce qu'on appelle les villes-centres, les parties denses. Que ce soit les modèles d'urbanisme qui se sont développés en Europe comme en Amérique du Nord, en gros, on retrouve trois principes.
Le premier principe, c'est de réduire la place de l'automobile pour partager, justement, pour faire de la place à d'autres modes, comme les transports collectifs, comme la marche, comme le vélo. C'est ce que vous voyez concrètement de la transformation de vos centres-villes depuis 20 ou 30 ans. L'autre principe, c'est la densification, c'est-à-dire effectivement de concentrer. Alors, les urbanistes commencent à proposer des solutions en matière de densification qui ne font pas tout de suite peur, là, le mythe des grands ensembles et compagnie. On peut faire de la densification qui soit acceptable. Et le troisième principe, c'est celui de la mixité fonctionnelle, où effectivement on essaye justement de mélanger les différentes fonctions urbaines, le commerce, le travail, le logement, le loisir. Donc ça, on arrive plutôt bien à le faire dans le centre-ville, mais ce qui nous manque aujourd'hui, et clairement on ne l'a pas, c'est un modèle d'urbanisme pour le périurbain. Et ça reste un impensé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est entre deux positions sur le périurbain. Soit on le condamne, c'est pas bien, faut pas le faire, donc on s'y intéresse pas. La deuxième position, c'est d'exporter les solutions qu'on a en centre-ville pour les appliquer au périurbain. Et ça marche pas non plus. J'ai pas la solution. Les modèles d'urbanisme dans le périurbain, ils sont divers, parce qu'on a différents types de périurbains. Mais moi, j'enseigne de temps en temps dans des écoles d'architecture, et voilà, mon message, ce serait de dire aux architectes, laissez tomber un peu vos projets de musées, d'hôtels, et allez investir les zones d'activité économique, les zones commerciales. Là, il y a du boulot à faire, et en urbanisme, c'est un champ extraordinaire d'inventer cet urbanisme du périurbain, des périphéries. Et voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, a pensé dans les années à venir. Alors là, je ne serais pas objective parce que l'entreprise, c'est un peu mon dada. J'aime bien interroger la mobilité domicile-travail, pas du point de vue des actifs, ce qui est fait habituellement, mais du point de vue de l'entreprise. Comment l'entreprise pense ou pas à cette question de la mobilité ? Alors, je pourrais vous faire un développé législatif sur tout ce qui existe, les plans de mobilité employeur, forfait mobilité durable. Je ne le ferai pas parce que c'est pas bon. Plus sérieusement, il y a un vrai enjeu pour l'entreprise aujourd'hui, et plus particulièrement pour l'entreprise industrielle, à réinvestir cette question de la mobilité. On sort d'un programme aujourd'hui d'un programme de recherche qui s'appelait justement Ville productive. Et en fait, en parlant à la fois avec les collectivités locales, à la fois avec les chefs d'entreprise, les salariés et compagnie, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un lien entre la ville, la mobilité et l'entreprise industrielle qui est en train de se rejouer aujourd'hui. Ce lien, il est ancien, il est né au 19e siècle, il a connu différentes évolutions. Et aujourd'hui, il est en train de se rejouer parce que l'industrie, elle change de visage. On n'est plus effectivement dans les cheminées d'usine, cette entreprise, elle se tertiarise, elle se numérise, elle s'automatise, elle prend en compte les impacts écologiques. Et du coup, ça re-questionne des choses comme la localisation. Notamment, est-ce que la localisation en périphérie, dans le périurbain, toujours un peu plus lointain, est-ce que c'est la solution? Ou est-ce que finalement cette industrie nouvelle, elle n'aura pas plutôt besoin d'être à proximité de la ville et des ressources urbaines? On voit, on était avec Renault Trucks, par exemple, qui sont en train vraiment de repenser toutes ces questions-là. De la même façon, ça pose aussi la question de la mobilité des salariés. Ce que nos recherches montrent, c'est qu'on arrive finalement à des formes limites aujourd'hui de la mobilité domicile-travail dans ce que les gens peuvent accepter. Le nombre de kilomètres, le coût qu'ils peuvent consacrer à leur transport, on atteint des valeurs limites, ce qui pose dans certains endroits des problèmes de recrutement, de turnover. Et en fait, cette question de la mobilité, c'est aujourd'hui associé à la qualité des conditions de travail. Et que l'entreprise, pour recruter, il va falloir qu'elle réinvestisse cette question de la mobilité, qu'elle a désinvesti, parce qu'à l'époque, il y avait l'automobile qui résolvait toute cette question de l'éloignement entre les lieux de travail et les lieux de résidence. Mais là, on atteint une certaine limite et il faut réinvestir aujourd'hui ces questions. Mais là aussi,
c'est quelque chose de passionnant et de voir effectivement, moi j'ai eu en tant qu'urbaniste des échanges passionnants avec les entreprises sur ces questions vraiment de la ville et du lien à la mobilité. Oui, effectivement, on est sur une région qui est un bon laboratoire, avec une région, première région industrielle, une région extrêmement vaste, avec toutes les caractéristiques que vous avez évoquées, des territoires très ruraux, des territoires de montagne, qui ont aussi des spécificités en termes de mobilité. Pour passer d'une vallée à l'autre dans les Alpes, c'est pas obligatoirement toujours très simple en termes de mobilité, avec des transports de marchandises assez considérables. Il y a qu'à voir en ce moment les difficultés dans la vallée de la Maurienne, à partir du moment où il y a un éboulement, tous les embouteillages et toutes les difficultés qu'il y a pour passer d'un pays à l'autre, ce qui, et puis d'ailleurs, ça renvoie vers les interrogations du Lyon-Turin, qui sont aussi des problématiques importantes, puisqu'on parle évidemment des mobilités des personnes, mais les mobilités des marchandises sont évidemment un point important, et dans notre région, on considère d'ailleurs que à peu près, même si après c'est une projection, mais que le poids en termes d'émissions de carbone entre les mobilités des personnes et les mobilités des marchandises, c'est quelque chose qui est à peu près dans les mêmes proportions. Donc s'attaquer aux mobilités des personnes, évidemment, la priorité, ça a été évoqué, c'est dans les zones urbaines le report modal. Le report évidemment vers plus de transports en commun. Donc là, il faut qu'il y ait des investissements dans l'avenir, et je crois, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, il y a eu des débats sur Lyon. Lyon en est effectivement le parfait symbole, où il y a tous ces débats autour des services express métropolitains, des RER, et en particulier du RER lyonnais, où il va falloir effectivement investir considérablement pour qu'il y ait ce report modal massif, investir et dans les infrastructures et dans les matériels roulants, ce qui veut dire que dans les 10 à 15 ans qui viennent, les investissements pour ces services express métropolitains, pour qu'il y ait ces reports modal dans les grandes métropoles, les investissements vont être considérables. D'ailleurs, c'est un constat, c'est même pas les montants qui ont été annoncés il y a peu, ont fait sourire beaucoup de monde sur les montants annoncés pour les services express métropolitains, parce qu'il manque quelques zéros au bout du chiffre annoncé pour véritablement avoir une politique de transfert, avec un véritable transfert modal des personnes. Transfert modal des personnes, on arrivera effectivement sur domicile-travail et dans les métropoles à avoir un effet assez significatif dans les métropoles à l'horizon de 2035, 2050, puisque 2050 est souvent une date citée pour tout ce qui est transfert et pour être carbone neutre, bas carbone, etc. Donc on cite souvent cette date 2050. Sur les territoires effectivement peu denses, la difficulté sera plus importante. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les maillages, on n'aura jamais les maillages des services express métropolitains, qu'on n'aura pas non plus la possibilité, même avec d'autres types de transports en commun, d'avoir un maillage tel qui soit aussi compétitif pour favoriser le report modal. Donc ça doit nous interroger aussi dans ces espaces sur le rôle de la route qui aujourd'hui effectivement est montrée du doigt. Et vous parlez effectivement, je suis très intéressé par les recherches, il y a beaucoup commence à y avoir effectivement une agitation sur le sujet de dire c'est quoi la route décarbonée de demain. Parce que même avec un report modal extrêmement fort à l'horizon 2050, et même, non pas en pourcentage, mais même si on gagnait en nombre de points, au moins 10 points de report modal en transport tout confondu, ce qui serait considérable et ce qui serait une révolution considérable, on resterait très majoritairement, et on restera très majoritairement par des transports par le biais de la route. Donc il faut travailler sur la décarbonation de la route, ça paraît une évidence. Et il faut, à mon avis, et donc c'est toute la logique de la région, de dire attention à vouloir trop stigmatiser aussi la route, donc il ne faut pas opposer, donc il faut travailler sur tous les modes, sinon on ne réussira pas la décarbonation à l'horizon 2050. Si on oppose les modes les uns avec les autres, ça ne veut pas dire de ne pas investir sur les transports en commun, je le redis, il faut avoir des ambitions très fortes sur ce report modal, mais il sera plus simple et on gagnera beaucoup de points dans les métropoles, dans les autres territoires, on n'y arrivera pas. Et vous parliez de l'économie d'espace, etc. Même sur l'aspect train, sur l'aspect report, par exemple, du fret ferroviaire, sur l'aspect de report modal des transports à la personne, il va falloir investir et aussi investir sur le ferroviaire et manger aussi de l'espace. Le débat que l'on a aujourd'hui sur le Lyon-Turin, je reprends cet exemple-là parce qu'il est un exemple régional,
c'est un débat en disant ne touchez plus à nos vallées, il ne faut pas d'une certaine manière schématiser le débat, mais urbaniser nos vallées, c'est important de ne pas le faire. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, nos vallées et le système ferroviaire dans ces vallées est déjà quasi saturé et on ne peut plus faire de report. Donc, où on est dans un système de décroissance, et on va vers un système de décroissance des mobilités au sens large, des transferts, des marchandises, etc., très fortement à l'horizon 2050, mais tous les modèles qui montrent que ça sera que l'épaisseur du trait, en tout cas on est plutôt même sur une progression. Donc il faut bien s'attaquer à tous les modes de transport, et réfléchir même, je sais que c'est souvent un gros mot aujourd'hui et c'est encore peut-être un impensé, et c'est là où on a besoin aussi effectivement de toute la réflexion universitaire, toute la recherche sur c'est quoi demain la route décarbonée, comment on s'attaque à cet outil-là, sinon ça veut dire qu'on ne s'attaquera pas à 70% des émissions liées aux mobilités au sens large des personnes ou des marchandises. Donc c'est une erreur de tourner le dos à la problématique de la route aussi. Donc investir massivement sur les transports en commun, et en particulier dans les métropoles, mais aussi ne pas évacuer le problématique de la décarbonation de la route. Oui, donc effectivement, toutes les régions ont cogitent beaucoup sur le sujet, vous avez raison, c'est une mobilisation financière qui est hors norme, en tout cas qui n'a pas été, on en était très loin à atteindre ces 20 dernières années, qu'il faut mobiliser toute collectivité, la nation, les collectivités, si on veut atteindre des objectifs qui commencent à être significatifs, avec des délais en particulier quand on parle du ferroviaire. Quand on achète des rames, entre le moment où on la commande et le moment où il est livré, elle est livrée à 4-5 ans déjà. Donc on voit bien qu'il y a en plus une inertie extrêmement forte quant au développement des transports, ne serait-ce que ferroviaire. Notre objectif aujourd'hui, par exemple, sur le ferroviaire, des transferts à la personne, sur tout ce qui est les mobilités à la personne, et puis sur les mobilités du quotidien, on est aux alentours de 220 000 usagers au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui en fait évidemment, après Île-de-France, mais la première région TER de France en nombre d'usagers. L'objectif, et on se dit à l'horizon 2035, il faut arriver à une bascule où on augmente encore environ de 30%, sachant qu'on a augmenté de 10% en 2 ans. Ce qui est considérable, c'est un saut, et c'est aussi pour ça qu'on arrive à des saturations extrêmement importantes dans les TER, un tout petit peu moins ici par rapport au côté lyonnais, mais aussi sur la plaque urbaine clermontoise, parce qu'on a eu cette explosion, tant mieux, ce report modal massif lié aux tarifs des énergies, lié à un certain nombre d'évolutions. Et on pense qu'on va augmenter encore de 30%, ce qui veut dire des investissements massifs qui est indispensable pour acheter du matériel ferroviaire à l'échelle de la région comme Auvergne-Rhône-Alpes. On pense que d'ici une grosse dizaine d'années, il faudra investir sur le matériel roulant environ 2,5 milliards, ce qui est le double de ce qu'on a investi ces 10 dernières années, ne serait-ce que pour absorber et à service constant, sans étendre les réseaux, parce que là je parle bien du matériel roulant. Donc après c'est maintenir les réseaux, il faut qu'on investisse. L'un des combats qu'on a aujourd'hui dans le cadre du CPER, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles fermetures de lignes, parce que là aussi, il y a tel besoin qu'on a l'impression, donc c'est un sujet important. Et vous avez raison, après c'est de simplifier les mobilités. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des outils où, quand on part du centre de la place de Jaune et qu'on veut aller à la place Bellecour à Clermont-Ferrand, on ait le même outil demain, et ça paraît simple à dire, mais c'est extrêmement compliqué à faire, pour prendre le tram, le bus, le train et arriver de nouveau avec le tram à Lyon et avoir un seul outil commun. On progresse, il y a des applications qui tendent vers des applications uniques, mais ce n'est pas encore le pilier unique, ce n'est pas encore les outils communs, donc il faut avancer plus massivement et plus rapidement là-dessus pour que ce soit transparent. D'autres pays ont réussi, mais avec notre millefeuille institutionnel, c'est un peu plus compliqué en France aussi, donc il faut avancer là-dessus, et vous avez raison sur les politiques tarifaires, même si il y a toujours ce débat. Je sais qu'à Clermont-Ferrand, il y a eu ce débat sur les histoires de la gratuité, par exemple, des transports en commun. Il y avait eu un rapport intéressant qui avait été produit il y a 2-3 ans sur le sujet de la gratuité des transports en commun. C'est-à-dire qu'il y a un tel mur d'investissement pour les transports en commun dans les années à venir, dans le ferroviaire, dans les transports en commun, si on se passe, même si ça ne représente les recettes que 25% de la dépense en ferroviaire, et si on se passe une bonne partie de ces 25% en abaissant encore,
alors qu'il n'y a déjà pas d'argent, on se passe aussi d'investissements majeurs. Donc peut-être qu'un jour, il faut aller vers plus de gratuité, plus de ci, plus de là, mais aujourd'hui, se passer de ces 25% de recettes, ce serait ralentir les investissements. Il faut être extrêmement lucide, donc il faut y aller par étapes. Aujourd'hui, c'est surtout un choc d'investissement, un choc de mobilisation, et après, par contre, rester le plus modeste possible pour que, de toute façon, les transports en commun restent plus compétitifs évidemment que le transport individuel, pour qu'il y ait ce report, en particulier en zone métropolitaine. Et puis s'attaquer aussi, pour qu'il n'y ait pas un sentiment d'abandon, au transport et à la faciliter les transports dans les zones très rurales, pour qu'il n'y ait pas un fossé non plus qui se creuse entre les zones très urbanisées où on aiderait, où on investirait massivement, et les zones plus rurales qui auraient le sentiment d'être abandonnées, et aussi l'impensé en termes de transport en commun et d'alternatives. Aujourd'hui, en fait, la métropole de Clermont-Ferrand est engagée dans une transformation importante en termes de mobilité du quotidien, puisque on a le projet Inspire qui est en cours de déploiement avec, je le rappelle, la ligne B et C en site propre, qui va mobiliser, ces deux lignes vont mobiliser l'essentiel des ressources d'investissement de l'autorité organisatrice de la mobilité au cours des 10 prochaines années. C'est environ, on n'a pas encore le chiffre final, parce que tous les appels d'offres ne sont pas passés, mais on sera entre 300 et 330 millions d'euros pour 2 lignes de bus, avec l'objectif, évidemment, comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric Aguilera, de faire du report modal dans le centre métropolitain. Faire en sorte qu'il y ait plus de gens dans les transports en commun, ce qu'il y aura aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de fréquentation de T2C, c'est un peu plus de 30 millions de passagers par an, on espère en avoir 10 de plus. Mais c'est un pari qu'on espère tenir, mais qui est quand même aléatoire, parce que le report modal, c'est pas, même s'il y a des études académiques dessus, c'est pas si évident que ça, et c'est simplement à la fin de la course qu'on verra si ce pari est gagné. Et puis après, il y a le déploiement du schéma directeur cyclable, là aussi l'objectif est très clair, c'est d'accélérer en la matière pour permettre aux cyclistes de se déplacer de façon plus sécurisée et donc du coup d'inciter plus de gens à utiliser le vélo, notamment pour les trajets domicile-travail, quand cela est possible. Après, même si évidemment quand on fait tout cela, ça génère beaucoup d'interrogations, de scepticisme, voire parfois de critiques. Pour les uns, ça va trop vite, trop de travaux en même temps, et puis pour les autres, ça va pas assez vite. Vous savez, il n'y a qu'à Faucon, ça en politique, on y est habitué. Mais au fond, nous, quand on prend les décisions politiques, on est confronté à différentes réalités. Et je voudrais insister sur plusieurs points. Déjà, sur notre métropole clermontoise, on a des particularités géographiques. C'est-à-dire que souvent, on essaie de se comparer en termes de mobilité, de part modale, la voiture, le transport public, vélo, etc., avec d'autres métropoles. Mais moi, quand je regarde la métropole, on a à peu près 300 km², on a un peu moins de 300 000 habitants, donc on est à peu près à 1000 habitants du kilomètre carré. La métropole de Lyon, à côté de chez nous, Frédéric Aguilera doit connaître ses chiffres par cœur, c'est 530 km² avec une densité de population 2,5 fois supérieure, quasiment 3 fois supérieure. Donc on a une densité de population qui est beaucoup plus forte. Nous, notre métropole, elle s'est construite en archipel, 21 communes, ça va d'Orsine au centre, et entre nos communes, parfois on a 25 km. Et je rajoute à ça qu'on est quand même en zone montagne. Alors certes, on ne monte pas à 3000 mètres d'altitude. Enfin, si je prends le canton de Sébaza, nous on est à 300 mètres, 310 mètres, Durtol qui est dans le canton monte à 700. Donc si vous voulez, pour faire du vélo, même si aujourd'hui avec les vélos assistance électrique on a résolu une partie de ce problème, c'est quand même pas évident pour tout le monde. Moi je n'ai pas de vélo assistance électrique, j'utilise mon vélo pour aller à la mairie parce que c'est plat et c'est pas très loin, mais je ne vais pas aller à Châteauguay à vélo en partant de ces bazars parce que c'est difficile. Voilà. Donc on a cette réalité, on est confronté à cette réalité du territoire, ce sont des réalités géographiques. Après, on a deux autres réalités sur lesquelles je voudrais insister. La première, et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, c'est la réalité économique. 300 et quelques millions, entre 300 et 330 millions, c'est tout à fait considérable. Je vous donne les grandes masses, mais c'est pour que vous ayez une idée à peu près de ce que représente la répartition du budget d'une autorité organisatrice de la mobilité comme le SNTC. On va partir en base 100, mettons 100 millions de budget. On a un peu plus aujourd'hui, mais 100 millions de budget pour faire simple. Vous avez 70 millions de versements en mobilité, l'impôt de la taxe sur la masse salariale, qui est au taquet, on l'a mise au maximum, on ne peut pas monter au-dessus, même si le transport public se bat pour qu'on aille encore au-delà. 15 millions de subventions des collectivités et 15 millions de recettes tickets. Donc, Frédéric, nous on est en dessous des 25%, nous on est à 15%. Pour le dire plus simplement, l'usager paye très peu par rapport au coût réel du transport public. Et quand on l'interroge, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a l'impression que ça lui coûte une fortune. Et c'est vrai pour le train, et c'est vrai pour la RATP, mais c'est scandaleux combien ça coûte. Parce qu'il n'y a aucune notion de ce que représente réellement le coût de fonctionnement.
un organisme de transport public. Tout le monde trouve que c'est tout le temps trop cher. Bon, et moi je pense, c'est pas politiquement correct ce que je vous dis, mais je le dis quand même, je pense que les gens ne payent pas assez. Je ne parle pas bien sûr des gens qui n'ont pas les moyens, on a une tarification solidaire pour ça. Mais si on veut avoir des moyens financiers d'investir, et on a un mur d'investissement devant nous, ah oui, très clairement, il va falloir activer tous les leviers. Hein. Parce que quand on a 3 000 milliards de dettes, on a le taux à 10 ans qui est aujourd'hui, ce matin, je crois, à 3,80, et qu'en 2027, le premier budget de l'État, mes postes, premier service de l'État, ça va être le service de la dette, pour 70 milliards, je vous dis, on n'aura pas de moyens financiers supplémentaires pour accompagner nos investissements en transport public. Pour quand même, il faut le dire, une utilisation qui reste quand même globalement faible de notre transport public. Et la réalité de notre métropole, et après je passerai au deuxième point qui est l'aspect sociologique, c'est que notre métropole, encore une fois, même en faisant un SPIR, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir un modèle aussi fort qu'on le voudrait. Je prends l'exemple de Sébaza. Il se trouve que mon fils aîné, alors maintenant il vient juste de terminer ses études, mais il a commencé son parcours d'études supérieures au CESO. C'est assez classique hein, quand on est sur Clermont-Ferrand, il y a un extraordinaire quand je le dis comme ça. Sébaza, les CESO. Interrogez-vous sur la façon d'y aller. Donc oui, il a regardé. Hein. Elle dit il y a deux solutions. Soit je prends une voiture, il n'avait pas de voiture, à l'époque il n'avait pas de permis, il venait juste de passer son bac 18 ans. Soit je prends les transports publics. Il a fait le calcul, donc de la maison jusqu'au premier arrêt de bus, à pied, du premier arrêt de bus jusqu'au tram à Croix-Néra, du tram de Croix-Néra jusqu'au CESO. À peu près, il a dit j'en ai à peu près pour 1 heure. Voilà. La voiture, 20 minutes maxi. Il dit papa, je vais prendre une voiture. Hein. Je dis ça va te coûter cher, c'est pas grave, je vais travailler. Il a pris une voiture. Et quand bien même on aura un SPIR, la réalité de notre territoire, c'est ça. Et ce qui détermine le choix d'un mode de transport au quotidien, pour le domicile de travail, alors bien sûr, je ne vais pas généraliser, c'est pas vrai pour tout le monde, mais dans l'écrasante majorité des cas, et là je reprends une casquette plutôt d'économiste qui a pas mal étudié le sujet, le déterminant numéro 1, c'est pas le déterminant économique, hein, parce que sinon tout le monde se déplacerait à pied, à vélo, parce que c'est gratuit, ou en transport public, parce que c'est pas cher. C'est le temps de trajet. Dans une société où le temps est de plus en plus précieux, nos modes de vie sont de plus en plus complexes, parce que c'est pas domicile-travail, contrairement à ce qu'on dit. C'est domicile, le matin c'est domicile-école, école-travail, puis le soir c'est travail, médecin, médecin-pharmacie, pharmacie-école, école, club de foot, maison. Nos modes de vie sont ultra complexes, donc on n'a pas de temps en fait. On n'a pas de temps à perdre. Donc on va au plus efficace. Voilà. Et dans cette métropole, même si on veut faire bouger les lignes, et on va faire bouger les lignes, et j'espère le plus possible, c'est vraiment l'objectif, il y a quand même une réalité géographique qui fait que, effectivement, tout n'est pas comparable, et évidemment, quand on prend ce raisonnement du temps de transport, si vous êtes à Paris ou même à Lyon intramuros, eh ben, il y a de fortes chances que le métro soit plus rapide que votre voiture, et donc vous prenez le métro parce que c'est beaucoup plus efficace. Enfin, dernier point, et celui-là, il est très important, dans les choix des politiques publiques. Et ça a été dit, ce sont les impacts sociétaux même, des décisions publiques. On ne peut pas, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Frédéric Aguilera, en permanence monter les gens les uns contre les autres. On ne peut pas en permanence stigmatiser telle ou telle catégorie de population parce qu'elle a l'outrecuidance de vouloir habiter dans un petit pavillon parce que c'est le rêve de sa vie, ou parce qu'il a l'outrecuidance de continuer à utiliser sa voiture parce qu'il considère qu'il ne peut pas faire autrement et que c'est compliqué. Vous savez, quand la loi LOM a été votée en 2019, tout le monde était d'accord, ça a quasiment fait l'unanimité, et donc il a été décidé de mettre en place les ZFE. C'est un très bon exemple, les ZFE. On vote les ZFE, vous connaissez le principe, je ne rentre pas dans le détail, et puis il faut les mettre en application au bout d'un moment. Parce qu'on vote la loi, puis après il faut quand même que la loi rentre en application. Et puis donc on veut du coup interdire aux voitures les plus polluantes de rentrer dans les grands centres-villes pour objectivement des objectifs qui sont parfaitement légitimes. Non pas de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est contre les émissions polluantes, c'est une question de santé publique. Donc quand on dit comme ça, est-ce qu'il faut lutter contre la pollution pour une question de santé publique, personne ne peut être contre, sauf que quand on décide d'interdire l'accès aux grands centres-villes aux véhicules les plus anciens, on interdit aux gens les plus modestes d'aller dans le centre-ville. Celui qui a les moyens de rouler en Tesla, lui, il est bienvenu, lui, la vignette verte, lui, c'est bienvenu. Mais il faut qu'il paye 40 000 ou 50 000 euros pour se payer une voiture électrique. Donc lui, il n'y a pas de problème, socialement il a le droit de rentrer. Par contre, la maman solo, qui habite en périphérie de ville, parce qu'elle n'a pas les moyens d'habiter en ville en plus, avec les prix de l'immobilier, elle a été obligée de se déplacer. Maman solo, divorcée, je vous dis, j'ai eu le cas, une dame qui m'a interpellé sur ce sujet. 2 enfants, qui fait les allers-retours avec son vieux Scénic diesel qui a 15 ans. Elle n'a plus le droit de rentrer en ville alors qu'elle travaille en centre-ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde fait marche arrière, y compris d'ailleurs des villes qui sont dirigés par des élus écologistes, dont on ne peut pas soupçonner la volonté d'avancer rapidement sur ces sujets. Mais face à la réalité sociale et les conséquences sociales
de ces décisions, tout le monde a un peu la main qui tremble. Donc en fait, la décision politique, elle est complexe. Notre monde est complexe et il y a une multitude d'impacts à prendre en compte, des externalités qui sont difficiles parfois à anticiper. Quelquefois, le législateur, il veut se donner bonne conscience, alors il vote des lois qui font 300 ou 400 pages, et une fois qu'elles sont votées, il se pose la question de savoir quelles sont les conséquences de ces lois. C'est un petit peu tard pour se poser des questions, mais on est dans ce pays, c'est comme ça. Et puis donc, la décision politique, elle prend en compte les aspects économiques, les aspects sociaux, et c'est complexe. Voilà, donc il y a qu'à Faucon, je suis toujours un petit peu mitigé par rapport aux grandes injonctions. Tout le monde essaye de faire de son mieux. Un dernier mot, mais j'ai été très intéressé par ce que vous avez pu dire, madame, sur l'urbanisme, parce qu'évidemment, quand on parle de mobilité, comment ne pas parler en même temps d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Oui, alors là, c'est la loi climat et résilience, pareil, je ne peux même pas, je fais 300, 400. Le zéro artificialisation nette, là je reprends ma casquette de maire, de citoyen, je pense que nous nous préparons une crise du logement comme nous n'en avons pas connue depuis très longtemps, qu'on va sortir du parc potentiellement, mais je pense qu'on reviendra en arrière, c'est pareil, un nombre de logements locatifs très important qui ne respectent pas les normes, mais du coup, face à l'impossibilité de faire les travaux pour certains propriétaires qui sont dans des copropriétés où il y a des propriétaires occupants, ils ne peuvent pas faire les travaux, et organiser la pénurie de foncier. Parce que c'est ça, Lausanne, on organise la pénurie de foncier dans un pays qui est très peu densément peuplé en fait. C'est faire augmenter le prix du foncier restant, et c'est toujours pareil, c'est exclure les classes populaires de l'accession à la propriété. C'est tout, c'est assez simple, c'est assez radical, et enfin, reconstruire la ville sur la ville, moi je le vois, ville périurbaine, c'est bazar. Alors bien sûr, dire il faut construire, il faut faire du vertical, etc., d'accord. Et bien, il se trouve qu'à côté de mon école élémentaire Pierre et Marie Curie, il y a un constructeur, un promoteur, qui a racheté une maison qui était vide, succession, un petit peu de foncier. Il rachète la maison, il rase la maison, il va faire 11 logements. Pétition de tout le quartier, en disant « Monsieur le maire, c'est scandaleux ce que vous faites, vous laissez construire ça, alors que, objectivement, je ne peux rien faire, il a le droit de le faire, c'est dans le PLU. » Donc, bien sûr. Et les gens qui ont signé la pétition, parmi eux, il y en a qui me disaient « Mais c'est tout à fait normal de faire le zéro artificialisation nette. » C'est-à-dire qu'on est face à nos propres contradictions, en fait. Et donc, derrière, ça crée des problèmes de voisinage qui sont absolument majeurs, et pour le bien vivre ensemble. Et là, encore une fois, en tant que maire, je peux vous le dire, les problèmes de voisinage, avant d'être maire, j'étais loin de soupçonner à quel point ça pouvait pourrir la vie des gens au quotidien. Et quand on a une petite parcelle, dernier mot, quand on a une petite parcelle en ville, là aussi c'est nos injonctions contradictoires, il faut faire revenir la nature en ville. Vous l'avez déjà entendu ça. Mais quand on a une parcelle disponible, soit on plante un immeuble, soit on plante des arbres. On ne peut pas faire les deux ensemble. Voilà, c'est pas possible. Donc on densifie, on a un peu moins de nature, et on est face à nos injonctions contradictoires. Et moi ça m'inquiète en tant que citoyen, en tant qu'élu, parce que je ne sais pas ce qui pourra se passer au cours des prochaines années. Souvent on revient un petit peu en arrière face au mur de la réalité. Merci de nous donner la parole, à nous, les militants associatifs, citoyens, qui défendons une forme de mobilité qui répond à différents critères qui ont été évoqués. Quand on parle de production de gaz à effet de serre, le vélo en produit assez peu, si ce n'est pour sa fabrication. En termes d'adaptation sociale, tout le monde peut s'acheter un vélo. En termes de chiffres, donc par modal, donc ça c'est peut-être plus embêtant. Par modal, par exemple, sur Clermont, elle est évaluée à 2%. Il y a l'ambition d'arriver à 5% en fin de PDU, c'est-à-dire dans les années 30. Il n'y a pas l'ambition nationale. Donc voilà. Tout ça pour dire que nous, en tant qu'association, nous sommes quand même contents qu'il y ait des orientations nationales qui font la promotion du vélo, bien qu'il y ait quelques distensions quand on parle de la bagnole et qu'on reparle de la bagnole. C'est toujours délicat pour nous de parler vélo parce qu'on nous considère souvent comme des ayatollahs du vélo. Nous, on n'est pas des ayatollahs du vélo. On cherche à simplement défendre un principe de déplacement qui a ses vertus, ses limites aussi, ses contraintes, mais qui doit être un choix de chacun, de se dire aujourd'hui, je peux faire du vélo, je peux faire de la voiture, etc. Donc offrez ce choix, et 60% des Français sont prêts à faire ce choix, il y a des sondages qui l'ont démontré. Donc notre association est très contente d'être ici pour citer notamment le fait que grâce à la gouvernance qui a été mise en place sur la métropole clermontoise, nous participons activement au schéma cyclable. Bien sûr, ça ne va pas assez vite, bien sûr, il y a des projets qui sont perfectibles, etc. Mais néanmoins, on travaille en confiance
avec le service d'ingénierie. Il y a une culture vélo qui est en train de se développer, certes chez les élus, bien sûr, mais également dans les services techniques. Il y a encore des progrès à faire sur des services entre guillemets qui ont été évoqués très routiers, mais on veut arriver à ce que la rue devienne décarbonée, et ça grâce au transport en commun, donc ça a été évoqué, le train Inspire qui va développer les transports en commun, et puis le schéma cyclable qui est en train de se développer, notamment par des axes structurants. Je ne sais pas à combien de pourcentage on en est des 365 km qui sont prévus, mais ça avance, ça avance. Donc voilà, ce schéma cyclable donc, est composé d'infrastructures, ça c'est certain, il faut des infrastructures, c'est un élément déterminant. Le baromètre des villes cyclables, le troisième, puisqu'il y en a eu 3 jusqu'à présent, a bien démontré cette nécessité de développer les infrastructures pour les rendre sécurisées, lisibles, continues. Voilà, donc ça c'est en train de marcher. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut également des services par rapport à ça. Il faut que le système vélo se mette en place. Il y a un système voiture que l'on connaît bien, mais le système vélo est encore à développer. Donc, je reviens sur ces infrastructures, notamment de circulation, mais de stationnement aussi sont absolument nécessaires parce que le vol, au-delà donc de ce principe de sécurité, est aussi un frein. Donc, qu'on puisse accrocher son vélo, notamment s'il est à énergie électrique et d'une valeur potentielle importante, de pouvoir l'accrocher en sécurité. Et puis il y a d'autres éléments. Il faut de la formation. À titre indicatif, notre association a une vélo-école. On travaille également avec une autre vélo-école d'inclusion sociale. Donc il faut réapprendre ou réapprendre à faire du vélo et à recirculer en ville. Et ça, c'est important. Et autre point, savoir entretenir son vélo. C'est un élément aussi que nous partageons avec d'autres ateliers associatifs d'auto-réparation. Donc le vélo peut permettre donc une alternative au déplacement, une alternative qui peut être domicile-travail. On sait que 70% des trajets font moins de 7 km en général. Il y a des chiffres qui disent que beaucoup de trajets peuvent être faits à vélo, et il faut aussi développer l'intermodalité. Si j'ai envie d'aller à Vichy, je ne vais pas y aller sur mon vélo, je vais sûrement prendre mon vélo, aller jusqu'à la gare, et peut-être à Vichy, je crois qu'il existe des vélos en location, et je vais pouvoir... Voilà. Donc le vélo, certes, a des inconvénients en termes de trajet, de longueur de trajet. On a évoqué le VAE qui permet d'aller plus loin et plus haut, mais il faut aussi réfléchir à l'intermodalité, et on pense que le train est le bon ami du vélo. Pas forcément tel qu'on peut l'imaginer, mettre son vélo dans le train, etc., mais peut-être à la hollandaise, un vélo au départ et un vélo à l'arrivée. Tout ça est à développer. Là, on regrette aussi qu'il y a tout un programme de parc à vélo dans les gares qui ne soit pas tout à fait au point encore. On est d'accord là-dessus. Donc c'est le petit bémol que je suis obligé d'apporter dans la discussion là-dessus. Ouais. Donc tout ça pour dire que parmi les publics qui nous semblent, et ça a été évoqué par madame, le public de l'entreprise est important pour développer le vélo. Le jour où on arrivera à débloquer le vélo TAF, ça permettra aussi de développer d'autres formes de vélo, notamment pour les loisirs, bien sûr, mais aussi pour d'autres trajets utilitaires. Voilà ce que je voulais dire. Il y a peut-être d'autres choses que Une question subsidiaire, c'était que faire du périurbain et des territoires ruraux par rapport au vélo, parce que c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, pour les territoires ruraux, il y a cette préoccupation qui surgit. Bien sûr, les métropoles y répondent plus facilement. C'est leur plan climat. Moi, j'ai l'exemple de la communauté de Lyon qui fait 25 000 habitants, 25 communes, etc., et qui s'est lancée véritablement dans un plan climat dont le schéma cyclable vélo fait partie, dans la mesure où leur potentiel d'emploi n'est pas forcément sur place, mais est en périphérie, donc vers la métropole, et s'oriente aussi vers des axes pour aller vers les gares, donc les gares de Chignan ou les gares du centre. Et donc là aussi, il y a une sensibilité qui apparaît. Et puis pour les trajets courts que j'évoquais, les domiciles travail, les domiciles école et des choses comme ça. Donc voilà, donc, il me semble que là aussi, il y a une sensibilisation de ces territoires. Et ce que je veux dire, c'est que quand le système vélo deviendra complet, la solution vélo deviendra plus importante.
Et puis ici, j'ai quand même rajouté parmi les publics, donc il y a l'entreprise, mais il y a aussi les enfants. Il y a un programme qui existe depuis 2018 qui s'appelle Le savoir rouler à vélo. Et là, on regrette un peu que l'éducation nationale ne mette pas tout en œuvre pour développer ça dans les écoles. Il y a des écoles qui le font. Je ne vous dirai pas que nous, on l'accompagne dans certaines écoles, mais avec, le Mammouth, je crois qu'on l'appelle encore Mammouth de l'éducation nationale, c'est assez compliqué de mettre en place des dispositifs. Par contre, le périscolaire fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui prennent en charge en dehors des périscolaires. Ça ne concerne pas tous les enfants, mais on arrive à développer ça. Je pense que la génération vélo sera l'avenir pour développer cette nouvelle mobilité qui apporte à la fois donc, une récompense environnementale, on va dire ça comme ça, mais aussi apporte une récompense sur l'autonomie. Se déplacer à vélo pour aller à l'école, accompagner ses parents bien sûr, plutôt que la banquette arrière, c'est quand même un élément qui va lutter contre les deux fléaux qu'on connaît dans nos sociétés, c'est-à-dire l'embouteillage, c'est-à-dire l'excès de voitures. Soyons clairs, elles sont nécessaires, mais peut-être un excès de voitures, et puis la sédentarité qui touche les jeunes générations. Voilà. Quand on pense permis de conduire, on pense évidemment à un examen, à la capacité à connaître le code de la route et à se plier aux règles communes pour éviter qu'on se rende tous les uns dans les autres. Et en matière de sécurité routière, c'est ce qui vient à l'esprit. Après, sur le permis de mobilité, ce que je comprends de votre question, c'est effectivement avoir une capacité à mieux diffuser l'information sur les différents modes de mobilité qui existent, sur les différents outils aussi numériques qui peuvent exister. Si on pense par exemple au autopartage, au covoiturage, évidemment ça passe plutôt par des applications et que tout le monde n'a pas... Alors les jeunes générations n'ont pas de problème, elles sont assez à l'aise avec les outils numériques, mais il y a aussi des générations qui ne sont pas forcément à l'aise. Là, ça passe effectivement par de l'information, de la formation. C'est vrai dans les écoles, je rejoins ce qui a été dit, nous à Cébazat, on fait passer le permis vélo dans les écoles avec la police municipale, ça passe par des initiatives, là pour le coup municipales, locales. Après, au niveau national, on peut avoir de l'information, de la sensibilisation, c'est ce qui se passe d'ailleurs, tout le monde essaie de sensibiliser la population à la nécessité de changer nos habitudes en matière de mobilité, mais ça prend du temps, forcément, ça prend du temps, et cette bonne volonté qui peut s'afficher d'une façon générale, notamment dans les enquêtes d'opinion, quand on interroge des échantillons de personnes et qu'on leur dit mais est-ce que vous pensez que ce serait bien de vous déplacer autrement pour la planète, pour la santé, etc. Tout le monde dit oui, et après dans la réalité quotidienne de nos modes de vie, quelquefois on a des choix qui se font autrement parce qu'il y a d'autres contraintes. Mais oui, vous avez raison, il faut continuer ce travail parce qu'en plus il y a beaucoup de formes de mobilité qui ne sont pas tellement connues ou qui sont mal connues. Si on prend par exemple le covoiturage du quotidien, par exemple, alors le covoiturage interurbain il marche plutôt pas mal, le covoiturage du quotidien, à mon avis, a encore du potentiel, c'est-à-dire lutter contre l'autosolisme, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre, ça ne va pas tout remplacer, mais avoir 2 personnes par voiture plutôt qu'une, je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Pour autant, ça passe effectivement par un travail sur les infrastructures, l'information, donc ça prend forcément beaucoup de temps. Oui, alors effectivement, oui, il y a tout ce lien de la mobilité dans les espaces de faible densité, en fait, qui a pesé. Et en fait, je pense que quelque part, on pose mal le problème. De toute façon, pour parcourir ces espaces-là, il n'y aura que la voiture. Ces espaces-là, qui soient complètement naturels ou un petit peu urbanisés comme c'est dans le périurbain, ces espaces-là, il n'y a qu'un mode qui reste pertinent, c'est l'automobile. Après, la question implicite qu'on a dans les représentations, c'est que c'est pas bien parce que ça émet des émissions de CO2. En gros, l'image du périurbain, qui prend sa voiture pour aller travailler, c'est lui qui émet les émissions de CO2. C'est relativement vrai si on regarde que la mobilité quotidienne, mais nous, dans les enquêtes en fait, nationales, on regarde l'ensemble de la mobilité des Français. C'est-à-dire qu'on regarde à la fois ce qu'on appelle la mobilité quotidienne, les déplacements que nous tous on fait au quotidien qui sont limités à peu près à 80 km autour du domicile, et on a des informations aussi sur tous les autres déplacements, sur les déplacements à longue distance qu'on fait pour les vacances, pour les loisirs et compagnie. Et en fait, quand on additionne
ces deux, ce qu'on appelle les marchés, celui de la mobilité quotidienne et de la mobilité à longue distance, et bien les choses changent. C'est-à-dire que si c'est là finalement les émissions de CO2 qu'elles se posent sur nos comportements de déplacement, il y a un élément important à retenir, c'est qu'un quart des ménages aux revenus les plus élevés émettent 35% des émissions de CO2. Et ça, on oublie toute cette partie-là, en fait, finalement, sur ces déplacements longue distance, c'est en gros l'automobile et c'est aussi l'avion, et que finalement, on change de regard quand on voit les choses globalement, et que, effectivement, l'enjeu, c'est peut-être pas juste le périurbain et la mobilité, la voiture dans le périurbain. Merci. Alors, sur la gratuité à Clermont. Vous avez compris, votre question est très intéressante parce qu'effectivement il peut y avoir des externalités positives sur la gratuité des transports. Moi, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis extrêmement réservé sur la chose. Pour répondre à votre question, non, c'est difficilement quantifiable en fait. C'est-à-dire que c'est difficile de quantifier effectivement le nombre de jeunes, pour reprendre votre exemple, le nombre d'adolescents qui vont voir des copains ou des copines parce que les transports sont gratuits le week-end et qui ne le feraient pas, parce que c'est de ça dont il s'agit, si les transports n'étaient pas gratuits. Moi aussi, alors ouais, ils sont ados, ils sont pas ados, ils sont jeunes adultes, étudiants, et j'en ai deux autres qui sont ici, j'ai 3 enfants, un qui finissent ses études et 2 qui continuent leurs études supérieures sur Clermont. Ils ont un abonnement T2C parce que la semaine ils utilisent les transports en commun. Et donc le fait qu'ils aient l'abonnement, la gratuité du week-end ne les impacte pas et ne change pas leur... Donc en fait, il faudrait faire une étude très qualitative qui irait chercher les jeunes qui n'utilisent pas les transports la semaine, parce que sinon ils payent, et en général s'ils payent, ils ne payent pas au ticket, ils prennent un abonnement, donc des jeunes qui ne prennent pas le transport la semaine, et qui le prennent spécifiquement le week-end parce que c'est gratuit, et sinon ils ne le prendraient pas. Donc pour répondre à votre question, non, je n'ai pas ça en magasin, mais votre exemple montre que ça existe. Au niveau des TER, vous avez raison, l'occasionnel, et c'est l'occasionnel d'ailleurs qui est l'essentiel de nos recettes, et c'est parce que c'est l'occasionnel qui est l'essentiel de nos recettes que pour les abonnements en travail, on arrive à faire des abonnements qui restent extrêmement modestes pour garder effectivement la part de recettes globalement. Donc c'est une réalité. Moi je ne suis pas contre du tarif social pour l'occasionnel, mais je ne sais pas, en fait, c'est complexe à mettre en œuvre. Parce que par définition, celui qui va prendre une fois par an le train, s'il faut qu'il monte un dossier, qu'on étudie son quotient familial pour savoir quel va être le montant de son ticket, c'est pas obligatoirement chose simple. Donc après, on peut évidemment, parce qu'on le voit, hein, franchement, les tarifications sociales, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Extrêmement complexe à mettre en œuvre. On a un système d'abonnement, on a des abonnements il y a des tarifs et des systèmes d'abonnement pour réduire ceux qui le prennent occasionnellement. Mais ça dépend ce qu'on appelle occasionnel, c'est-à-dire ceux qui le prennent 5 à 10 fois par an, il y a des systèmes d'abonnement qui sont intéressants. Mais c'est pas pour ça que si c'est l'occasionnel, si c'est du 1 fois par an, ça je ne sais pas faire. Si c'est l'occasionnel, c'est du 10 fois par an, ça on a des abonnements qui correspondent. Oui, bon, si vous voulez, moi je voudrais conclure, tout d'abord en remerciant l'Université Clermont-Auvergne pour avoir tenu cette journée. Quand je le dis, pour moi c'est très enrichissant. Parce que l'avenir commun durable, l'initiative, c'est finalement de s'adresser aux jeunes. Et je pense que ce matin, c'était une parfaite réussite, où on a vu tous ces jeunes assister à ces conférences et finalement être sensibilisés par tous ces problèmes de transition énergétique. Et je dois aussi vous féliciter pour avoir mis tous ces ateliers en place. J'ai eu la chance de m'introduire dans un groupe et d'avoir fait tout le tour de ces ateliers. Et j'étais impressionné par la diversité d'abord, puisqu'effectivement, j'ai parlé des batteries, mais j'ai vu tout simplement qu'on a mis des ateliers pour non seulement transformer les photons en directement énergie via des panneaux photovoltaïques, également un vecteur de l'hydrogène par des jonctions semi-conducteurs liquides, et également par des mécanismes de biosynthèse et ainsi de suite. Et je trouve que c'était formidable. Et étant été dans un groupe, j'ai également apprécié de pouvoir discuter avec les jeunes et de voir leur émerveillement et surtout leur curiosité. D'où je dis bravo, vous avez réussi à sensibiliser les jeunes pour la science. Ensuite, je peux faire peut-être 2 constats de cette journée. Le premier, selon les discussions que j'ai entendues ici, c'est finalement peut-être que dans ce problème complexe, on n'a pas assez favorisé l'approche systémique. C'est-à-dire, j'entends parler finalement d'intelligence artificielle, de BMS, mais il semblerait qu'on ne couple pas. Et
Je pense que la transition énergétique va demander de fédérer différents secteurs et faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Également, aussi notre constat, c'est l'approche transdisciplinaire. Des fois, on voit des personnes, ou des sociétés même, je vais faire prendre un exemple, qui travaillent dans un domaine. Et en écoutant les paroles de mon collègue de Michelin, où finalement c'est des spécialistes du carbone polymère, et dans les batteries depuis 20 ans, on utilise une électrode négative de carbone et de polymère. Pourquoi? Il n'y a pas eu de connexion, et ainsi de suite. Peut-être que ces deux mondes devraient se rencontrer. Et enfin, je terminerai, d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup appris de cette table ronde, et certainement je vais repartir avec la conviction, et bien que la transition énergétique, résoudre les aspects sociétaux, c'est pas être plus compliqué que résoudre les verrous technologiques et scientifiques. Voilà ce que j'ai appris de la journée. Merci.